Bonjour, eh bien je vous propose maintenant de travailler sur un pont mixte de hacheurs. C'est parti. Donc vous voyez, on a notre schéma classique de hacheur qui est ici, avec nos deux thyristors qui sont au haut, les deux diodes qui sont en bas. Ensuite, dans la branche qui est parallèle, on a d'une part notre inductance de lissage, dont le but est de mettre un courant qui soit constant dans notre charge, et puis notre moteur à courant continu. On place notre alimentation ici, entre le fil du haut qui est connecté à T1 et à D1, et le fil du bas qui est connecté à T3 et à D2. Voilà. Ce que l'on nous dit ensuite, c'est qu'on applique à l'entrée du pont une tension qui est sinusoïdale, de valeur efficace 220 volts et de fréquence 50 Hz. Les thyristors reçoivent des impulsions de gâchette aux instants T0 plus KT sur 2, avec K qui est entier, avec T0 qui est égal à 2,5 millisecondes. On impose de 0 à T0 que T3 soit passant. Les thyristors fonctionnent en commutation naturelle. L'entrée en conduction du thyristor T1 provoque automatiquement l'extinction du thyristor précédemment conducteur et inversement. Donc on va se noter les éléments qui sont importants. Donc toujours important, ça, quand on lit un énoncé, de bien noter les éléments qui sont importants. Donc tout d'abord, on nous dit la tension à l'entrée U qui est égale à 220 volts en efficace. Donc on va dire que c'est U efficace. Ensuite, la fréquence qui est égale à 50 Hz, ce qui signifie que la période est de 20 millisecondes. Ensuite, donc les impulsions de gâchette, c'est à T0 plus K T sur 2. Donc vu que T est égal à 20 milli, ça fait K fois 10 millisecondes. Avec T0 qui est égal à 2,5 milli. Hop. Ensuite, on dit que de 0 à T0, c'est T3. Donc ici, on va le noter, le schéma qui représente entre 0 et 2,5 millisecondes, on note bien que c'est T3 qui est passant. Et ensuite, on dit soit c'est T1, soit c'est T3 qui est passant, mais pas les deux à la fois. Voilà, et donc juste une précision, ici, on a bien un point de connexion. Par contre, ici, hop, on a un pont dans ce sens-là et un pont dans ce sens-là. Il n'y a pas de point de connexion ici. Voilà, alors, donc pour comprendre un petit peu ce qui se passe, on va d'abord regarder les 4 schémas qui nous indiquent dans lequel on va indiquer quels sont les éléments qui sont passants sur chacune des périodes. Donc ici, entre 0 et 2,5 millisecondes, on sait que c'était 3. Par contre, pour le début de notre raisonnement, ce que je vous conseille de faire, c'est toujours à partir du moment où on actionne la gâchette. Voilà, c'est plus simple, on se retrouve avec le pont de diode qu'on connaît mieux. Donc mieux vaut réfléchir à partir du moment où on actionne la gâchette. Donc, à partir de 2,5 millisecondes, on sait que ce n'est plus T3, puisque, vous vous souvenez, c'est à 2,5 milli plus K fois 10 millisecondes qu'on fait le changement de conduction. Donc, on avait T3 qui était conducteur, donc on passe à T1 qui est conducteur entre 2,5 et des milli. Donc, le courant arrive par là, il passe donc dans T1, ensuite, il arrive ici. Vu que T1 est passant, nécessairement, T3 est bloqué. Donc, le courant ne descendra pas, il continue dans notre charge, ensuite il passe dans l'inductance, il passe dans le moteur à courant continu, puis il arrive ici. La question est de savoir, est-ce qu'il va passer par D2 ou par D1? Donc, les deux diodes, vous vous souvenez, sont positionnés dans ce sens-là, et vu qu'on est sur la première demi-alternance, donc ça veut dire que le point de potentiel le plus haut est en haut, et le point de potentiel le plus bas est en bas. Donc ça veut dire qu'ici, on a la cathode qui est à ce point-là, c'est-à-dire au point de potentiel le plus haut. Donc forcément, D1 sera bloqué et on a bien la cathode de D2 qui est au point de potentiel le plus bas. Donc ça veut dire que D1 sera bloqué et D2 sera passante. Donc on va noter ça de façon claire. Donc on a dit D1 est bloqué et D2 est passante. Donc ça veut dire que le courant passe par D2 et revient ensuite au générateur. Ensuite, quand on est à entre 10 et 12,5 millisecondes, donc pas changement d'impulsion au niveau des gâchettes, donc on a toujours T1 qui est passant. Par contre, changement de demi-alternance, puisqu'on est à partir de 10 milli, donc T sur 2. Donc ça veut dire qu'ici, le point de potentiel le plus bas devient haut, et le point de potentiel le plus haut devient sur le fil du bas. Donc on a T1 qui est passant, hop, donc le courant passe dans T1. Ensuite, vu que T1 est passant, T3 est bloqué. Ensuite, donc, on continue dans l'inductance, puis le moteur. Ensuite, on arrive ici. Donc, on se souvient que les diodes sont dans ce sens-là. Donc ici, on a la cathode qui est au point de potentiel le plus haut. Donc D2 sera bloqué.
Et ensuite, on a bien la cathode de D1 qui est au point de potentiel le plus bas, donc D1 sera bien passante, donc c'est bon. Hop, donc on passe par D1, et en fait, on voit qu'on arrive directement au thyristor T1. Donc on voit qu'en fait, notre charge est en quelque sorte court-circuitée par l'ensemble T1, D1. Donc ici, on aura U égale 0. C'est le moment où notre inductance fonctionne comme générateur. Donc c'est-à-dire où elle va se décharger en courant. Ensuite, deuxième partie, où on est entre 12,5 et 20 millisecondes. Donc là, on est à un autre instant de commande de gâchette. Donc avant, on avait un T1 qui était passant, donc maintenant, ça va être T3 qui est passant, et T1 qui va être bloqué. Donc on se souvient, on a toujours le point de potentiel le plus bas qui est au niveau de la pointe, et le point de potentiel le plus haut qui est en bas, puisque donc on est sur la deuxième demi-alternance. Donc le courant arrive par le fil du bas. Donc il va passer dans T3, ensuite il va dans la charge, dans le moteur, puis arriver ensuite en bas. Donc soit il passe par D2, sauf que vous vous souvenez, D2 est dans ce sens-là, donc elle a sa cathode au point de potentiel le plus haut, donc D2 sera bloqué. Donc il passera par D3, qui, si on regarde, a bien sa cathode au point de potentiel le plus bas, donc D1 sera bien passante. Donc on revient bien par D1, puis au générateur, puisque T1 est bloqué. Voilà, donc ensuite, on va essayer de tracer ce que ça donne au niveau de la détention, ou du moins vérifier que celles qui sont indiquées sont bien les bonnes. Ah non, pardon, le schéma qu'il faut faire. Donc on revient au point de départ. Donc on a T3 qui est passant, on a dit. On a le point de potentiel le plus haut qui est ici, puisqu'on est en début de période. Ensuite, le point de potentiel le plus bas qui est en bas. Donc si on réfléchit, le courant passe donc dans T3, il passe dans la charge, formé par l'inductance et puis le moteur. Puis ensuite, il arrive ici. Arrivé ici, donc les diodes sont positionnées dans ce sens-là. Donc on a bien la cathode de D2 au point de potentiel le plus bas. Donc D2 sera passante. Le courant va revenir ici, puis il ira directement dans T3. Si on regarde, au niveau de D1, on a la cathode qui est au point de potentiel le plus haut. Donc D1 sera bien bloqué. Hop, D1 bloqué. T1 bloqué, et par contre donc le courant qui revient par D2. Voilà, donc entre 0 et 2,5 millisecondes, on a bien une tension nulle. Donc tension nulle, vous voyez bien, si on fait en fait tout simplement une loi d'émail, on va dire que on part ici, on a cette tension-là qui est donc égale à 0 volts, on considère que nos thyristors et diodes sont parfaits. Donc ça fait 0, moins U, donc on écrit 0, moins U. Ensuite, on revient au point de départ. On a cette tension-là qui est toujours égale à 0, moins 0. Et donc, on est revenu au point de départ de notre maille, égale 0, ce qui signifie donc bien U égale 0. Donc, on a bien U égale 0. Ensuite, à partir de ce point-là, donc si on fait une loi des mailles, ça nous fait, on part de ce point ici, donc ça nous fait plus V. Donc ici, on est à plus V. Ensuite, donc on suit, moins U, plus V, moins U. On arrive en bas de la flèche de U, et on voit qu'on revient à notre point de départ égale 0. Donc ça veut dire que V est égal à U. Donc notre tension U, elle est égale à la tension d'alimentation. Ça jusque donc à 10 millisecondes. Donc ici on a 10 milli, la moitié de la période, 20 milli quand on est arrivé à une période. Et donc si on fait, ici on est à 5 milli et ici à 2,5. Donc 2,5 bien le point où on envoie le courant de gâchette. Donc on a fait jusqu'à 10 millisecondes. Ensuite, on arrive en bas. Quand on arrive en bas, en fait, on est à nouveau dans en gros le court-circuitage de notre charge, donc c'est-à-dire le moment où notre inductance, elle, va fournir de l'énergie à notre moteur. Et donc on se retrouve de la même façon avec U égale 0. Et ensuite, sur cette partie-là, donc on va partir d'ici, donc ça nous fait plus V. Ensuite, donc on suit le fil, on descend, hop, donc on rencontre plus U puisqu'on a la flèche à partir du bas, donc plus U, on arrive en haut et hop, on revient à notre point de départ égale 0, ce qui signifie que notre tension U est égale à moins V. Or, ici, V est négatif, donc moins V devient positif, donc c'est bien ça, on a bien notre tension qui est positive. Cela jusqu'à 20 millisecondes, puis après, donc c'est à nouveau la période qui se reproduit, donc exactement le même schéma que ce que l'on avait avant. Voilà, ensuite, on va regarder chacun des courants, le courant I1, donc qui est celui-ci, le courant IAL, qui est le courant dans la ligne, qu'on appelle en fait IL ou IAL,
peu importe, et ensuite le courant D1 qui est dans la diode D1. Donc si on regarde pour le courant I1, donc à la limite, hop, on va prendre une autre couleur histoire que ce soit plus clair. Donc le courant I1 sur la première demi-période, ici on voit qu'il est égal à 0 puisque le thyristor 1 est bloqué. Donc sur jusqu'à 2,5 millisecondes, on est égal à 0. Ensuite, à partir de 2,5 milli, le courant T1, le thyristor T1 devient passant. Donc ça veut dire que I1 est différent de 0. Donc on va faire une loi d'émail à ce point-là, qu'on va appeler A, pour savoir ce que vaut I1. Donc si on fait la somme des courants au point A qui rentre, ça fait I1 plus autre courant qui rentre I3, et les courants qui sortent, c'est uniquement I. Or, I3, on sait que c'est égal à 0 puisque T3 est bloqué. Donc si T3 est bloqué, c'est un circuit ouvert, donc pas de courant. Donc I3 égale 0. Donc ça veut dire que sur cette partie-là, on a I1 qui est égal à I. Donc I1 est égal à I. Comme on nous dit que I est constant et qu'il vaut 10 ampères, à ce moment-là, hop, ça veut dire qu'on est constant et égal à 10 ampères jusqu'à 10 millisecondes. Ensuite, à partir de là, donc on va faire de la même façon une loi des nœuds en A, donc ça nous fait toujours I1 plus I3 est égal à I. On a toujours I3 qui est égal à 0, donc ça veut dire que I1 est égal à I. Donc ça, hop, jusqu'à 12,5 millisecondes. Et ensuite, à partir de 12,5 millisecondes, T1 est bloqué, donc ça veut dire que I1 est égal à 0, et ça jusqu'à 20 millisecondes. Hop. Et ensuite, on a à nouveau la période qui se reproduit, donc pendant 2,5 milli, on est à 0. Ensuite, pendant une demi-période, on est à 10 ampères, puis après à 0. Ensuite, on va regarder pour le courant de ligne. Donc sur cette partie, si on fait hop, une loi des nœuds, on va appeler ce point-là B, en B. Donc on regarde tous les courants qui rentrent, on a IL. Ensuite, on voit qu'on a ID1 qui rentre aussi. Et les courants qui sortent, en fait, on a juste I1. Donc si on regarde, IL rentre, ensuite c'est égal à I1 plus ID1, sauf que I1 et ID1 sont tous les deux nuls, puisque les deux composants sont bloqués. Donc c'est-à-dire que I1 est égal à 0, I est égal à 0, donc IL est égal à 0 sur cette partie-là, entre 0 et 2,5 milli. Hop. Ensuite, sur cette partie-là, donc on a IL, donc on va toujours faire la loi, hop, loi des nœuds au point B. Donc ce qui rentre, c'est égal à IL plus ID1. Et c'est égal à ce qu'il sort, c'est-à-dire I1. ID1 est bloqué, hop, donc il est égal à 0. Donc ça veut dire IL est égal à I1. Donc sur cette partie-là, I1 vaut 10 ampères. Donc IAL sera égal également à 10 ampères. Et cela jusqu'à 10 millisecondes. Donc attention de ne pas aller trop loin. Hop, 10 milli, c'est ici. Voilà. Ensuite, on va regarder ce qui se passe là. Donc on fait toujours une loi des nœuds au point B. Au point B, on a donc IL plus ID1 est égal à I1. Or, le courant qui passe dans I1 est égal au courant qui passe dans ID1. Alors, pour savoir ça, en fait, on peut venir faire une loi des nœuds ici au point C. Donc, en C, on a courant qui rentre I, égale courant qui sort, c'est ID2 plus ID1. Voilà, ID2 et ID1. Or, ID2 est égal à 0, donc c'est-à-dire que I est égal à ID1. Et on sait aussi que I1 est égal à I. Donc, vu qu'on a I qui est égal à ID1, si on fait IL qui est égal à I1, donc avec cette équation-là, IL est égal à I1 moins ID1. Or, comme les deux sont égaux, ça veut dire que IL est égal à 0. Donc, sur cette partie-là, IL est égal à 0 jusqu'à 12,5 milli. Ensuite, quand on arrive ici, on va faire à nouveau notre loi d'émail au point B. Au point B, donc, ce qui rentre, c'est toujours IL plus ID1. Ce qui sort, c'est toujours I1. Or, ici, I1, c'est égal à 0. Ensuite, donc, si on regarde, si on fait la loi des nœuds au point C, donc de la même façon, ce qui rentre, c'est I. Ce qui sort, c'est ID1 et ID2. ID1 plus ID2. Or,
D2 est bloqué, donc ID2 est égal à 0, donc on a I qui est égal à ID1, qui est donc égal à plus 10 ampères, et donc ce qui signifie qu'ici, on a IL qui est égal, donc je vous rappelle, IL plus ID1 est égal à 0, donc ça veut dire que IL est égal à moins ID1, donc ça fait moins I. Hop, moins I. Or, I est égal à plus 10 ampères, donc ça veut dire que à partir d'ici, on sera égal à moins 10 ampères jusqu'à 20 millisecondes. Donc 20 milli, hop, clac, ça arrive jusqu'ici. Et après, donc la période qui se reproduit, donc 2,5 milli à 0. Ensuite, jusqu'à 10 milli, ou la moitié de la période, disons, on sera égal à plus 10 ampères. Ensuite, un huitième de période où on est à 0. Ensuite, jusqu'à la fin de la période, on sera égal à moins 10 ampères. Et enfin, pour ID1, bon, en fait, on l'a déjà fait. Donc, sur cette partie-là, on est égal à 0. Donc, jusqu'à 2,5 milli, on est égal à 0. Ensuite, sur cette partie-là, on voit qu'on est encore égal à 0, donc sur toute la première demi-période, jusqu'à 10 millisecondes. Voilà. Ensuite, à partir d'ici, on a vu qu'on était égal à I. Et sur cette partie-là, on était aussi égal à I. Donc, on sera égal à I sur toute la fin de la période. Voilà. Donc, une demi-période à 0 et une demi-période où on est égal à plus 10 ampères. Voilà. Ensuite, on nous demande le signe. Donc, pardon, que je reprenne un petit peu pour que les choses soient claires. Donc, on détaille pour chacune des étapes. Donc, première étape, on alimente le thyristor T3, mais pas T1. Donc, vu qu'on alimente T3 et que nécessairement c'est D2 qui est passant, ça veut dire que c'est le moment où on décharge notre inductance. Donc, on a en fait notre tension U qui est égale à 0. Donc, c'est ce qui est bien représenté ici. Sur cette partie-là, on voit qu'on a donc I3 qui est égal à I, ID2 qui est égal à I. Par contre, les deux autres sont égaux à 0. Et donc, IL est aussi égal à 0. Donc, c'est ce que l'on a bien ici. Ensuite, sur la deuxième demi-période, donc on a le thyristor T1 qui vient d'être commandé. Donc, I1 est bien non nul. Ensuite, quand on fait une loi des nœuds au point A, on voit que I1 est égal au courant I, dont on nous dit qu'il est constant. Ensuite, on passe dans notre charge. On revient, c'est la diode D2 qui est passante, et on revient à notre générateur. Donc, on a IL, I1 qui sont égales tous les deux égaux au courant I. Par contre, ID1 qui est égal à 0. Donc, c'est ce que l'on voit ici. On est ici égal au courant I. Par contre, ID1 est resté à 0. Et puis, c'est le même principe, le même raisonnement que l'on fait pour les deux autres parties. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est faire une loi d'émail pour avoir la tension aux bornes de la charge et faire une loi des nœuds aux différents points pour bien comprendre quels sont les courants nuls et quels sont les courants qui sont égaux au courant I, qui est notre courant de charge, qui est constant. Ensuite, rapidement, on nous demande le signe de la puissance. Donc, on fait la tension aux bornes de la charge multipliée par le courant aux bornes de la charge. Donc, la tension U ici est égale à 0. Donc ici, ça nous fera nécessairement 0. Le courant I, on sait qu'il est constant, égal à 10 ampères. Ici, la tension est positive, donc tension positive multipliée par un courant positif, ça nous fera quelque chose de positif. Sur cette partie-là, la tension est à nouveau égale à 0, donc ça nous fera, hop, une puissance nulle. Ensuite, tension positive, courant constant et positif, donc ça fera puissance positive. Et puis après, la même chose, puisque c'est périodique. Et donc, sur le fonctionnement, ici, sur ce fonctionnement, on est un fonctionnement en roue libre. Ici, un fonctionnement où on passe par l'alimentation, puisqu'on a la tension aux bornes de la charge qui est bien la tension aux bornes de la lime. À nouveau ici, en fonctionnement en roue libre, puisque donc c'est quand on fait un genre de court-circuitage de notre charge. Puis après, un fonctionnement sur l'alimentation. Et la même chose qui se reproduit de façon périodique. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est d'une part faire une loi d'émail pour voir si la tension aux bornes de la charge, ce qu'elle vaut par rapport à la tension de l'alimentation ou si elle est nulle. Et deuxième chose, faire des lois des nœuds au point qui vous semble important pour bien, de proche en proche, arriver à savoir ce que valent les courants dans les différents composants en fonction du courant qui passe dans la charge. Voilà, j'espère que c'est clair. Et puis sinon, n'hésitez pas.